Aujourd'hui, une étape de 7 Tesla pour le Tour de France en santé. IRM7T permet de voir, d'une part, de voir ce qu'on n'a pas vu, d'autre part, de mieux voir ce qui a été distingué à des champs inférieurs. Le site de Poitiers est l'un des sites cliniques les plus importants et nous avons même la plus grosse activité clinique mondiale, y compris en se référant au centre américain. Nous restons à Poitiers une singularité puisque nous faisons plus de 1200 patients par an. Demain, la recherche préclinique, elle va se faire, en fait, ça va être de la recherche via le jumeau numérique. Nous avons pu faire venir des chercheurs prestigieux grâce à cet équipement en mettant Poitiers sur la carte de la science et de la clinique. La genèse, c'est 2016. Les grandes régions sont mises en place, les grandes régions administratives sont mises en place en France. Poitiers se retrouve donc avec deux autres CHU, Limoges et Bordeaux, au sein de la même région. La question existentielle qui se pose, c'est comment Poitiers existe au sein de cette grande région. Réunion dans le bureau du président du conseil de surveillance, c'est-à-dire du maire de Poitiers, avec le directeur du CHU. Je lève la main pour dire, pour proposer un projet innovant dans le domaine de l'imagerie ultra haut champ. Donc je propose le projet 7T. Et donc en moins de 30 mois, entre cette discussion et l'ouverture de la plateforme 7T, on franchit rapidement toutes les étapes. Et donc tout ça aboutit donc à ce très beau projet soutenu par l'ensemble des forces administratives et académiques locales. Le projet 7T, il s'est fait rapidement, ça a été aussi le cas pour le labo de recherche. Le labo, ça a été exactement pareil. On arrive à agréger plein de compétences scientifiques de l'université de Poitiers, globalement, qui viennent ici parce qu'il y a un mélange entre les maths fondamentales, les maths appliquées. Cette machine fonctionne à mi-temps partagé entre la clinique et la recherche. Il y a tout un tas de patients qui ont maintenant leur examen en première intention sur cette machine, mais aussi en parallèle, donc une innovation autour de la recherche. Le laboratoire que je pilote est adossé au laboratoire de mathématiques de Poitiers et nous développons des modèles mathématiques et aussi des algorithmes d'IA avec une construction progressive d'un jumeau numérique basé sur la biologie, la modélisation biologique des organes, qui permet d'avoir une représentation totalement virtuelle du fonctionnement physiologique d'un organe et de la lésion ou des lésions dont il est atteint. L'un des axes de recherche, c'est l'intelligence artificielle. Une des spécificités qu'on a, nous, ici, c'est de creuser la partie impact et la partie évaluation après mise sur le marché de ces algorithmes. Ça, c'est quelque chose qui est assez innovant. Il y a assez peu de centres qui le font, en fait. Et donc, c'est un des axes qu'on pousse. On le pousse à la fois dans les évaluations qu'on a. Donc, au début, c'était des évaluations qui étaient à la main. Donc, nos internes, ils faisaient leurs thèses, ils allaient analyser les performances, etc. Ils faisaient des publications ou des recherches autour de ça. Puis c'est quelque chose qu'on creuse maintenant de plus en plus. Il y a des travaux qui sont menés aux Pays-Bas, par exemple, par l'université de Radboud, donc qu'on pourrait prendre un peu en exemple. Donc on essaie de structurer cette notion qu'on appelle d'AI monitoring, Et à tel point, on le structure à tel point que finalement c'est drôle parce qu'on parlait des silos et des différentes thématiques qu'on traite. Finalement, on se rend compte qu'à la fin, quand on fait de l'AI monitoring, quand on s'en intéresse d'un point de vue macro, donc c'est-à-dire à l'échelle d'une région, d'un département ou d'un GHT, on se rend compte qu'on revient presque vers de l'épidémiologie médiée par l'IA. Et donc, c'est de la boucle bouclée, si on peut dire. Et donc, on voit des convergences qui apparaissent comme ça. Et c'est un des axes de travail fort maintenant du laboratoire. Comment on gère la différence de temporalité entre l'IA qui va très vite et de l'autre, la rigueur de la recherche? Il y a quand même des prérequis, il y a le marquage, il y a les initiatives maintenant de DREAMIA de la SFR qui est quand même une initiative précieuse. L'enjeu qu'on a, c'est d'automatiser ça au maximum pour pouvoir être réactif justement et pour pas que ça soit du recueil manuel. Ça, c'est quasiment une course vers une course sans fin. Et donc l'objectif, c'est vraiment d'automatiser ça avec des outils qu'il va falloir qu'on développe, probablement qu'on co-développe aussi avec d'autres industriels pour s'assurer qu'on arrive à monitorer ce qu'on appelle le drift. C'est éventuellement la dérive de performance des solutions. IRM7T apporte un vrai plus parce que le gain à la fois en résolution spatiale, en contraste, en nombre de données détectables et exploitables,
permet d'obtenir un jeu de données beaucoup plus complet et beaucoup plus précis que sur n'importe quel autre IRM. À titre d'exemple, la résolution spatiale est divisée par 5 par rapport à une IRM 3T. Alors à Poitiers, on a beaucoup avancé sur le cerveau et donc on a comme projet aussi d'étendre ces outils sur le rein, puis le cœur. Et ça, c'est lié aussi aux évolutions techniques de la machine qui a été récemment upgradée et qui permettra donc, via une utilisation d'une antenne corps, de faire des IRM comme sur n'importe quel autre IRM, mais toujours avec les avantages précités. Le principe du jumeau numérique, c'est qu'une fois qu'on obtient une représentation alternative virtuelle d'un organe, c'est sans y toucher, on peut ainsi proposer un diagnostic, simuler des thérapeutiques et aussi de prédire, troisième volet et pas des moindres, de prédire à l'échelle individuelle le résultat du traitement. Donc tout ça de façon totalement innocuitaire. Pouvoir tester des traitements sur des personnes atteintes de maladies psychiatriques, c'est capital. L'IRM d'un sujet psychiatrique est réputé normal morphologiquement, ne l'est pas en fait structurellement et sur le plan, encore moins sur le plan biologique, puisqu'on a mis en évidence des différences au niveau des quantifications des neurotransmetteurs, de la dynamique de ces mêmes neurotransmetteurs dans le temps. Et donc ça permet tout un champ des possibles en termes de diagnostic, là encore, mais surtout de suivi thérapeutique, une fois que le patient est mis sous traitement. Et ça permet même de moduler ce traitement en fonction à l'échelle individuelle pour éviter justement tous les effets secondaires, ou en tout cas les limiter, et les effets liés au surdosage thérapeutique. L'IRM7T permet de voir, d'une part, de voir ce qu'on n'a pas vu, d'autre part, de mieux voir ce qui a été distingué à des champs inférieurs. Et l'exemple type, c'est les lésions épileptogènes. Aujourd'hui, il y a des possibilités thérapeutiques. Et le fait d'identifier, de caractériser une lésion, fût-elle inframillimétrique, sur un cortex, permet d'envisager un traitement et donc de limiter les effets du traitement symptomatique. Aujourd'hui, quand vous donnez un traitement antiépileptique à quelqu'un, vous limitez en quelque sorte sa sociabilité. Si demain, l'identification, et c'est le cas dans plus de 30% des bilans négatifs, on trouve une lésion en 7T qui peut être éventuellement traitée, on peut à ce moment-là résoudre ce problème et remettre le patient dans une vie normale après le traitement radical de la lésion. Mais quand on dit radical, c'est curatif justement pour éviter le recours aux médicaments, au traitement aux médicaments. Cette intégration justement de cette plateforme juste au-dessus des machines qui produisent les données au sein de l'hôpital me permettent notamment à moi et mes collègues de prendre ces données, d'aller en réunion et de dire voilà, pour ce patient, on a fait tel jeu de données, telle projection de son traitement. Et donc ça aide les collègues à prendre des décisions plus rapides et donc finalement pour un bénéfice individuel sur le patient. Le site de Poitiers est l'un des sites cliniques les plus importants et nous avons même la plus grosse activité clinique mondiale, y compris en se référant au centre américain. Nous restons à Poitiers une singularité puisque nous faisons plus de 1200 patients par an. Le très faible nombre de plateformes qui est lié au coût exorbitant de celles-ci rend absolument indispensable la collaboration entre le peu de centres qui existent et les centres français qui sont pour l'instant au nombre de 4, 3 déjà bien établis et qui fonctionnent, et puis un 4e qui est en train de se mettre en marche, c'est-à-dire celui de l'ICM, rend nécessaire une collaboration et rend pertinente une collaboration et entre les centres. Et la force de Poitiers, c'est d'apporter effectivement son expertise clinique et aussi sur les modèles mathématiques. Et donc, nous participons avec le CEA à la mise au point des séquences qui sont exploitées aujourd'hui et demain sur Iseult. Pourquoi ? Parce que nous avons un accès finalement aux patients qu'il n'y a pas ailleurs en France. Donc, cette collaboration est absolument cruciale pour les années à venir. Comment vos travaux ici ont un effet cascade sur les autres IRM? Il y a un effet cascade sur les machines parce que un des aspects du mariage de l'IRM et des possibilités de l'intelligence artificielle, c'est de faire de la super résolution. C'est-à-dire d'entraîner des données 3T sur des données 7T pour pouvoir augmenter le niveau de performance et informatif des données 3T. Donc on voit bien que l'idée, c'est de faire un schéma
de type Ariane, hein, comme ça a été théorisé par Jean-Pierre Pruvot à Lille. C'est d'avoir un centre de référence territorial, régional, et puis de mailler en fait tout le territoire en entraînant les données issues des machines 3T ou 1.5 sur les données 7T pour pouvoir augmenter cette performance, donc via ce qu'on appelle les algorithmes de super résolution. Donc il y a un véritable intérêt à avoir des machines, même en nombre peu important, pour augmenter en fait la performance du réseau existant. Le PTX, c'est la dernière évolution du 7T qui permet la transmission parallèle, qui permet donc multicanaux, qui permet de délivrer du signal via 8 canaux et non pas un seul, et du coup d'homogénéiser sa distribution et sa gestion, notamment en termes de SAR, hein, parce que c'est un enjeu sur le 7T. Et sans entrer dans des détails techniques rébarbatifs, ça permet justement de descendre, si je puis dire, sur les autres organes et d'aller faire de l'IRM thoracique pour le cœur et puis abdominal pour pouvoir explorer de façon innocuitaire sans avoir les effets thermiques, les effets d'irritation qu'on peut avoir sur les patients en transmission monocanale comme sur les autres IRM.